Avez-vous déjà... Ah merde, attendez. Voilà, c'est bon, on peut reprendre. Avez-vous déjà... Oui, je sais, je ne démarre plus mes vidéos par bonjour à toutes et à tous, parce que j'estime qu'à partir du moment où on me répond pas, j'ai aucun effort à faire de ce côté-là. Donc, Avez-vous... et en vrai, quand tu vois l'époque dans laquelle on vit, est-ce que les formules de politesse se seraient pas devenues ringards? Bref. Avez-vous déjà... Bon, par contre, moi, j'ai pas été élevé par des immondices sans la moindre once de respect envers son prochain. Donc, bonjour à toutes et à tous. Avez-vous déjà vu... Luffy manger correctement. Il est vrai que vous me voyez constamment consommer des aliments de manière, comment dirais-je, déplacée. Oui, voilà un terme parfaitement adéquat. Déjà. Eh bien, sachez qu'à l'accoutumée, il n'en est rien, et j'en veux pour témoin le seul et unique chef gastronomique dont l'art culinaire n'a plus aucun secret, et qui n'est d'autre que la doublure de Sanji, celui-là même qui nous concocte ces plats tout aussi copieux que savoureux. Maintenant, oui. Alors au programme aujourd'hui, du baissage de froc, un pirate en infiltration et un roi trop bon, trop con. Vous l'aurez compris, on va causer des chapitres 1167 et 1168. Du coup, faut qu'on parle. Donc on démarre avec un bruit qui court. Avez-vous déjà vu... Un bruit qui court. Maintenant, oui. Aussi bien sur la terre ferme que dans les profondeurs des mers, selon lequel une mystérieuse entité à l'apparence humaine s'en prendrait aux pirates, un genre de protecteur de la veuve et de l'orphelin. Automatiquement, t'as envie de savoir de qui il s'agit. Est-ce qu'on serait pas sur une potentielle relève suite à la disparition de Rox d'Ixébec, ce qui voudrait dire que mes prières auraient été entendues et qu'on va peut-être assister à l'apparition d'un nouveau personnage aussi charismatique que Harald? De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Bah, c'est bon, y a pas de quoi, c'est Harald le mystérieux personnage, c'est tout. On va pas y passer 3 plombs non plus. Putain, j'en ai marre là. Sans déconner, j'en ai marre. Bon, autant Harald qui fait le ménage du côté de la piraterie pour dégager la mauvaise graine, j'ai envie de dire pourquoi pas. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Même si, soit dit en passant, il pourrait en faire autant avec la marine, mais bon, de poids de mesure, tu connais. Par contre, j'aurais préféré qu'il le fasse de son plein gré, à la manière de Luffy qui met fin à la tyrannie piratesque. Ça veut absolument rien dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton. De son propre chef et non pas à la demande d'un type qui veut la jouer au chantage. Bref, tandis qu'Harald la Boniche fait parler de lui de par son activité de larbin, certains pirates qui ont assisté aux événements de God Valley sont également mis en avant, pour des raisons différentes. Notamment Goldie Roger qui fit le tour du monde entouré d'un valeureux équipage dont 2 petits nouveaux, à savoir Shanks et Baggy. Et là, j'ai une petite question. Avez-vous déjà vu... L'exécution de Goldie Roger. Là, on est bon. Non mais ce que je veux dire, c'est que ok, j'ai signé pour des chapitres de 15 pages. Sans déconner, va pas nous gaspiller de la pellicule pour un truc qu'on a déjà vu 9 milliards 782 millions 686 832 fois. Combien? Alors je disais 9 milliards 782 millions. Et alors que la marine engagea des géants pour pouvoir faire face à cet âge d'or de la piraterie, les 5 doyens décidèrent de mettre Harald sous l'autorité des chevaliers divins. Et là, j'ai un problème. Mais on en parlera un peu plus tard. On apprend donc qu'Harald obtient le titre de l'âme divine, en concluant ce qu'on appelle un pacte des hauts fonds, qui est le premier niveau de pacte et dont les suivants sont le pacte des profondeurs et le pacte des abysses. Il est également souligné que ces pactes sont un serment envers Dieu, et de prime abord, on peut penser que les doyens font ici référence au Créateur, au Tout-Puissant. Cependant, Harald n'a pas l'air de bien saisir de qui il parle, et leur fait savoir. L'un des doyens ajoute d'ailleurs qu'une fois qu'Harald deviendra un chevalier divin, il en apprendra davantage concernant leur magouille et leur présentera très certainement celui qui tire les ficelles, et qu'il considère comme leur dieu, à savoir Im. Et seulement à ce moment-là, Elbaf rejoindra le gouvernement mondial. Ben voyons. Ce à quoi Harald répond « Merci, je ferai tout ce que vous me demanderez. Et ferme ta gueule, seul. Un peu plus tard, ce dernier fait la rencontre des chevaliers divins, quelque peu pessimiste quant à la docilité du roi des géants. Ce à quoi Harald répond « Bien sûr, vous pouvez tout me demander. Allez, sans commentaire, sans comment. Ferme-la, physiquement, ferme-la. On a ensuite un échange entre Harald et Neptune, qui semblent se connaître depuis des lustres. Et à ma première lecture, je me suis demandé en quoi cette scène pouvait être pertinente. Puisqu'en dehors du fait qu'on apprenne qu'ils s'entendent comme larrons en foire, et qu'en plus de nous teaser que Shirahoshi sera une arme antique, son père a prévu de la filer à Loki en guise d'épouse, et ce avant même qu'elle ne vienne au monde. Même les koalas hésitent à faire ça. Je me suis dit, qu'est-ce que ça fout là? Par chance, un membre du chat m'a fait part d'une information de première importance. En effet, Harald se moque de Neptune, en précisant sa fille velue. Et moi, au départ, je me suis dit, y a pas à chier.
Quand t'as fini par remarquer à quel point la pilosité du roi Neptune prend de la place au niveau de sa surface corporelle, tu te dis, il a pas tout à fait tort le géant. Il y a une chance sur deux pour que la mioche ne se limite pas au duvet. Peut-être que Madame Neptune est bien partie pour accoucher de la poiscaille Mosa. De quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une poiscaille Mosa? Bah, c'est pas compliqué. Mosa en japonais, ça signifie poilu. Jusqu'ici, vous suivez? Oui, marché. Mais Mosa, c'est aussi le nom donné à la personne qui a eu Loki au bout du fil pendant un certain temps. Vous voyez où je veux en venir? Non. Déjà non, je suis désolé, pas du tout. Bah, Mosa, ça veut bien dire poilu. Et Mosa, c'est aussi la personne avec qui Loki taillait le bout de gras. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si Mosa signifie poilu et qu'Harald a dit de la future fille de Neptune qu'elle sera velue, alors peut-être que Shirahoshi et Mosa sont une seule et même personne. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Non, comme je le disais, c'est un type du chat qui... Bon, partons du principe que Shirahoshi a du poil au menton. À ce moment-là, on peut dire que Mosa... Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Bref, Harald poursuit ses échanges et demande à Soro d'ouvrir une école, probablement pour enseigner aux petits géants l'importance de devoir parfois baisser son froc pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et là, on passe à la partie qui, à mes yeux, est la plus intéressante dans ce chapitre. On a donc Fisher Tiger, celui-là même qui deviendra plus tard le capitaine des Pirates du Soleil, qui souhaite apparemment mettre fin à son CDI en tant qu'esclave et qui tente de s'échapper de l'entreprise divine Marie-Joie. Cet incident permit à d'autres esclaves de se faire la malle, notamment les sœurs Boa ainsi que Koala. Mais il se trouve que l'un des chevaliers divins décida de se mettre en travers de la route de Fisher Tiger, mais dont aux d'attente de nous dissimuler l'identité. Alors, je suis pas un expert en morphologie, mais là, je veux dire, on reconnaît clairement Shanks. Certes, on aurait parfaitement pu le prendre pour Shamrock, mais au vu de la taille de ses cheveux, on peut en déduire qu'il s'agit bien de lui. Et il est important de souligner qu'ici, Shanks semble venir en aide à Fisher Tiger, étant donné qu'il le libère de ses chaînes. Maintenant, la question qui se pose, c'est dans quel camp Shanks se trouve réellement ? Puisque quelques cases plus tard, on le retrouve avec son frangin Shamrock, et tient à prouver qu'il a bien sa place parmi les chevaliers divins, en mettant un point d'honneur à capturer celui qui a provoqué cet incident, à savoir Fisher Tiger, qu'il a lui-même sauvé quelques cases plus tôt. À partir de là, on pourrait se dire qu'il a le cul entre deux chaises, mais il n'en est rien, puisque visiblement, il a bel et bien désobéi, en portant secours à Fisher Tiger. Sans compter que, si on prend en compte la réaction d'Harald et le fait qu'il a l'impression que quelque chose cloche à propos de Shanks, puisque bien évidemment, on a appris dans le chapitre 1152 qu'Harald et Shanks sont sympathisés, on peut donc en déduire qu'il se classe dans la catégorie de personnes... Oula J'ai un peu trop gueulé, ça, non? Qui le classe dans la catégorie de personnes pro-pirates. Cependant, il y a malgré tout une troisième possibilité, à savoir une infime chance que Shanks ne soit ni du côté du gouvernement mondial, ni de celui des pirates, mais qu'il bosse à son propre compte, comme c'est plus ou moins le cas avec l'armée révolutionnaire menée par Dragon, même si j'y crois moyen. Puis on retourne à Elbaf, où l'on découvre une Ida mal en point, non pas parce qu'elle est atteinte d'une maladie incurable, mais pour la simple et bonne raison qu'elle s'est faite empoisonner. Et là, t'as Loki, avant même d'apprendre la véritable raison de son état, qui suggère de la bectance afin d'aider Ida à se rétablir, mais qui justifie sa démarche par le fait de vouloir qu'Ida reprenne au plus vite du poil de la bête, et ainsi rouvrir au plus vite son boui-boui, qu'il considère comme son lieu de repos. Bien évidemment, on a là une impression de déjà-vu, étant donné que bien plus tard, Luffy en fera autant avec Nami, juste avant d'atteindre l'île de Drum. Autant dire qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Sans déconner, à force de voir autant de débiles causer Boostify à tort à travers, ça me donne envie de créer un genre de jeu où on devrait inviter chacun une personne du genre de Luffy et Loki le temps d'un dîner pour rester dans le thème de la bouffe. Et le gagnant serait celui qui aurait invité le roi des cons. Et on pourrait appeler ça, je sais pas, tiens, on va faire simple, le dîner de cons. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bref, Loki apprend ensuite qu'Ida a tout simplement été empoisonné par un des géants d'Elbaf, ce qu'il fout en rogne et se met à tout cramer. Et c'est justement le fait qu'il se fout en rogne et qu'il crame tout qui est intéressant, puisque c'est à ce moment précis qu'il annonce ouvertement qu'Ida est sa seule et unique mère. Je vais pas vous mentir, si j'avais pas lu le chapitre en live, j'aurais chialé. J'aurais chialé, voilà, je te le dis. Par contre, va falloir cracher le morceau devant ta véritable mère maternelle, de préférence avant qu'elle canne. Mais en attendant, il est temps de passer au chapitre suivant.
Donc le chapitre démarre avec un petit tour du monde, à travers lequel Oda met en avant le peuple qui vante les mérites des géants, qui semble leur être d'une grande aide. Et je trouve ce début de chapitre assez pertinent, surtout si on le compare au début du chapitre précédent, dans lequel Harald représentait davantage la terreur, certes, pour les pirates, mais les géants en général étaient malgré tout craints par la population mondiale, ce qui n'est visiblement plus le cas. En somme, tout a l'air de bien se passer, même du côté d'Elbaf, qui n'a jamais été aussi proche de son objectif principal, à savoir être affilié au gouvernement mondial. Autrement dit, on peut en déduire que pour être reconnu par les autres, il faut s'assimiler. Bah voyons. D'ailleurs, ça se passe tellement bien qu'Oda en profite pour nous balancer, sans prévenir, la tombe d'Ida. Faut toujours que vous veniez foutre votre merde, moi. En passant, à moins qu'Ida ne soit pas réellement morte et qu'elle a survécu grâce à 2-3 pansements, cette scène annule la théorie qui disait qu'Ida et Mossa étaient peut-être une seule et même personne. Ça va pas recommencer, hein? Ça va pas recommencer parce que vous allez prendre un marron maintenant, hein? Puis on nous apprend, le temps d'un flashback, qu'Ida n'était pas contre préserver les coutumes anciennes des géants, qui étaient en quelque sorte le patrimoine d'Elbaf, contrairement à Harald qui visait à changer les mœurs. La minute Aktrafkr. Concernant le terme mœurs que j'ai utilisé plus tôt, j'avais un doute sur la prononciation du S. Du coup, je me suis fié au traducteur Google, qui permet d'avoir un aperçu auditif du terme de son choix. Voilà donc le résultat que j'ai eu. Meurs. Ça me fout un peu les miquettes. C'était la minute Aktrafkr. Harald annonce alors à Ida qu'il est sur le point d'atteindre son objectif, ce qui permettra à la fois à Elbaf d'être reconnu dans le monde à sa juste valeur, et à nos petits tourtereaux de pouvoir à nouveau voguer sur les mers. Bon, à moins qu'Oda a décidé de nous refoutre le moral à zéro. Oh! Bon bah ça va peut-être aller, non? Blague à part, je dois saluer la démarche d'Oda, qui nous a par la suite offert quelques cases mettant en scène l'entourage d'Ida complètement dévasté. Et il arrive à illustrer la situation sans mettre la moindre bulle de texte, et je pense que c'est aussi ça qui fait la force de cette scène. Et en bonus, on a Loki, derrière les barreaux, qui lui aussi a l'air d'être touché par cette tragédie, et qui souligne le fait qu'il n'a certainement pas pu annoncer à sa mère à quel point elle était importante à ses yeux, par manque de temps ou simplement par fierté, mais surtout qu'une fois encore, il a perdu un être qui lui était cher. Bah voilà! Là, c'est pas compliqué, là, j'ai envie de te dire. Change rien! Non mais ça va, j'ai rien! Tiens le bon bout, là! Garde tout, là! Tocard, celui-là. Bon alors, on en est où, là? Bah, on en est qu'on va causer 2 secondes de l'intitulé de ce chapitre. En effet, le titre du chapitre 1168 est La neige d'Elbaf, peu importe. Et si on se fie au flashback concernant la mort d'Ida, on remarque que la neige tombe, ce qui fait très certainement référence au titre. Ah bah vous comme œil de lynx, hein, pardon. Et là, on peut se poser la question, à savoir en quoi la neige a-t-elle de l'importance? Alors perso, je suis pas allé chercher bien loin, et selon moi, bon, au-delà du fait que la glace peut évoquer la mort rapport au froid, à compter de ce jour, la neige leur rappellera à Loki, et j'imagine des proches d'Ida en général, la perte de cet être qui leur était cher. Et si on va plus loin dans la réflexion, on peut se demander si le fait que Loki était enchaîné dans le royaume des morts n'était pas anodin. Pourquoi? Bah c'est simple. Qu'est-ce qui est blanc et que l'on peut trouver en abondance dans le royaume des morts? Oui. La neige? Oui. Et après avoir appris la disparition de Shanks, Oh, comme c'est bizarre. Harald se rend dans la salle du trône, en faisant part au doyen de son souhait, à savoir léguer sa place de roi à un jeune souverain aux mains propres. Bon, à ce moment-là, j'ai pensé à Loki, pour ce qui est de l'héritage du trône. Mais on est bien d'accord que ses mains, elles sont aussi propres que des chiottes turques après un passage de chiacheux qui sortirait d'une soirée raclette avec fondu savoyard en guise de dessert. Du coup, je me suis plutôt tourné vers Ajourdine. Mais il me semble que suite à ces événements, Elbaf s'est retrouvé sans couronne. Quoi qu'il en soit, Harald se fait immédiatement interrompre par Im, assis sur le trône vide. Parce que le trône est vide, mais quelqu'un est assis dessus, ce qui fait que malgré la présence de quelqu'un, le trône reste vide. Je comprends pas, hein, pardon. Bref, et lui montre clairement qui c'est le taulier. Je suis taulier, moi, ici. C'est moi le roi du bled. Non. Mais attends, mais tu pourrais quand même te renseigner où tu fous les pieds. Suite à quoi, Harald se fait adouber par Im. Chevaliérisation. Et bénéficie, tout comme les 5 doyens, de l'immortalité. Et là, c'est le début de la fin. Im ordonne à Harald d'oublier son concept de progrès et de revenir aux sources. Autrement dit, refaire d'Elbaf une île peuplée de guerriers. Bien entendu, pour le roi d'Elbaf, il est inconcevable de répondre favorablement à la demande du roi du monde. Jamais. Chaque battement de mon cœur. Ils ont souffert. Les géants. Putain de merde. Ils ont souffert.
Forcément, Im, c'est pas le genre à se laisser marcher sur les pompes. Respecte mon autorité! Automatiquement, il veut se servir d'Harald en ayant un contrôle total sur lui, chose que ce dernier a compris, notamment en faisant le lien avec le tatouage. C'est la raison pour laquelle il ordonne à ses hommes de libérer Loki et de faire appel à Jarl, certainement pour l'empêcher de faire quoi que ce soit, et pour les tenir au courant de la potentielle menace qui réduirait à néant tous ses efforts, et mènerait Elbaf à sa perte, et pourquoi pas, dans la foulée, faire de Loki le nouveau roi. Au-delà du fait que j'ai bien aimé cette partie où Harald prend enfin conscience des choses et comprend probablement que son peuple, qui a su soutenir leur souverain jusqu'à présent, va finalement devoir payer les conséquences de son acharnement, il se trouve qu'avec cette fin de chapitre, je fais face à deux problèmes. En effet, un peu plus tôt, je vous parlais d'un souci que j'avais avec le fait de vouloir faire d'Harald un chevalier divin. Mais plus qu'un problème, c'est un acte manqué. Faire d'Harald un chevalier divin était une occasion en or de faire le lien avec God Valley. Certes, il a été interdit par Im de dévoiler ce qui s'est réellement passé lors de ces événements, néanmoins, en ayant fait en sorte de rapprocher le roi d'Elbaf à quelques acteurs de la tragédie qui a eu lieu à God Valley, entre autres Saint Garling, Fist up, fist up, c'est le roi des fils de pute. J'aurais aimé avoir un échange qui mette en avant la disparition de Xebec, mais subtilement, juste de quoi mettre la puce à l'oreille à Harald. Bien entendu, je comprends pour quelle raison on n'a pas eu droit à tout ça. Si Harald avait eu des doutes vis-à-vis des types qui crèchent à Marijois, il aurait été méfiant, et les choses auraient probablement pris une tournure différente. Bref, tout ça pour dire qu'il aurait été intéressant de voir la réaction d'Harald en apprenant qu'il a bossé pour cela même qu'on le sente son pote Xebec sur les mains. Et enfin, l'autre problème que j'ai, c'est avec la fin du chapitre. Mais plus qu'un problème, il s'agit d'une crainte. Alors tout d'abord, j'aimerais souligner le fait qu'au moment où j'écris ces lignes, je n'ai pas encore lu le chapitre 1169. Je vous demanderai donc de bien vouloir prendre ce que je vais dire au conditionnel. Dans cette fin de chapitre, le narrateur évoque les conséquences de tout ça, à savoir la mort du roi Harald. Et le souci que j'ai avec ça, c'est que c'est précisément pour en savoir davantage à propos de cet événement qu'on a eu droit à ce flashback. Alors de deux choses l'une. Soit le narrateur nous tease ce qui sera décrit en détail dans le chapitre suivant, soit il vient de mettre fin au flashback en revenant sur sa scène d'ouverture, genre la boucle est bouclée. Et si c'est le cas, ah bah on va pas être copains mon copain. Bah attends, tu peux clairement pas nous tenir la jambe pendant 37 chapitres de flashback et ne pas nous raconter ce pourquoi on a dû se farcir tout ça. Bon, malgré tout, j'ai bon espoir que le prochain chapitre nous apportera plus de détails concernant cet incident. Voilà, je pense avoir tout dit. En conclusion, je dirais que c'est des chapitres dont j'ai réellement apprécié la lecture, et qui semblent annoncer la fin proche de ce long flashback. Par contre, on va parler honnêtement 2 secondes. Après avoir vécu tout ça, les origines d'Harald, la naissance de Loki, cette rencontre avec le dieu des pirates, en vrai, et je te cause à toi derrière ton écran, en toute authenticité dans le domaine de l'objectivité, est-ce que t'as envie de retrouver les chapeaux de paille, entamer une énième bataille sur Elbaf? Ouais. Ok. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Et en attendant les prochaines reviews et autres lives, je vous invite à vous abonner, liker, disliker, partager, commenter. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!